Les années SIDA, Frédéric et Valentine. Steribox, méthadone et bithérapie, novembre-décembre 1994. Le couple avait repris ses habitudes dans le service des maladies infectieuses. Ils arrivaient ensemble le matin, déjeunaient ensemble le plus souvent. En revanche, Valentine rentrait généralement avant Frédéric. La jeune femme avait progressivement trouvé sa place en tant que surveillante et les agents qui l'avaient connue infirmière avaient finalement constaté qu'elle n'avait pas changé de personnalité en devenant cadre. Ils avaient retrouvé la Valentine qu'ils avaient connue, investie dans son travail, pleine d'empathie et à l'écoute des patients comme de ses agents. Elle n'hésitait pas non plus à remettre les médecins dans le droit chemin lorsque c'était nécessaire. Le droit des patients était son cheval de bataille. Comme Frédéric l'avait annoncé à sa femme 2 ans auparavant, il avait posé sa candidature à la chefferie du service au début du mois de septembre. La réponse devait intervenir d'ici la fin de l'année. Il en avait informé ses amis les plus proches, ainsi qu'Hermann Meyer, avec lequel le couple était resté en relation depuis l'été 1993. Ils étaient même allés à Hambourg avec les enfants pendant les vacances de Toussaint. La mise en place et le développement de la politique de réduction des risques annoncée par Simone Veil pendant le premier semestre, avec les Steribox et des traitements de substitution, faisait beaucoup parler. Le développement de la Steribox, cette trousse destinée aux usagers de drogue par voie injectable et imaginée en 1991, entrait dans une logique de réduction des risques infectieux, un thème qui parlait à toutes les infirmières et aux médecins du service. Il fallait donner aux usagers les moyens de préserver leur santé en adoptant des pratiques les moins délétères possibles. Le partage des seringues comportait un grand risque d'infection et était lié à la difficulté de s'en procurer. Ce constat avait motivé en 1987 la mise en vente libre de seringues en pharmacie lorsque Michel Barzac était ministre de la Santé. La circulaire de cette année 1994 autorisait la distribution de la Steribox en pharmacie et en élargissait la diffusion à l'échelle nationale à partir de l'année suivante. « Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement » demanda Lucie, une des infirmières au moment de la pause. Cette question pouvait paraître étonnante de la part d'une soignante. Cependant, personne ne répondit immédiatement à sa question. Valentine s'attendait à ce que le chef de clinique ou un des internes éclaircisse la lanterne de l'infirmière. Voyant que rien ne venait, elle prit la parole de manière très laconique. 2 seringues à insuline de 1 ml, 2 ampoules d'eau pour préparation injectable, 2 tampons imbibés d'alcool, un préservatif et une notice d'utilisation, le tout pour 5 francs. Et les toxicos les utilisent ? C'est marrant que tu poses cette question, Lucie. Je me rappelle en avoir déjà discuté à cet endroit même en 1987, quand le décret de Barzac avait autorisé la vente libre des seringues en pharmacie. À l'époque, beaucoup étaient contre, des politiciens, des pharmaciens, des médecins, dont le célèbre Levenstein. L'opposition de ce dernier n'était pas surprenante puisque c'est lui qui avait impulsé le décret de 1972 qui limitait l'accès aux seringues, décret donc abrogé en 1987. Les programmes de fourniture de seringues ou d'accueil des usagers de drogue avaient alors été mis en place de manière expérimentale et relativement inégale sur le territoire. La suite est connue, cette expérimentation a largement donné tort aux sceptiques. D'une part, les usagers se sont immédiatement emparés de ces mesures de prévention. D'autre part, celles-ci n'ont entraîné aucune augmentation de la consommation. Mais certains toxicomanes ont des difficultés ou ne souhaitent pas s'adresser aux officines pour l'achat de matériel d'injection, précisa Isabelle Guenet. C'est pour répondre à ce besoin que se sont montés des programmes d'échange de seringues où la distribution est gratuite, avec des lieux fixes ou mobiles de distribution de matériel d'injection stérile, des lieux d'accueil de jour et de nuit. Exact, dit Valentine. De plus, ces lieux de distribution sont une occasion de contact entre les usagers et les équipes sanitaires et sociales. C'est même souvent le but recherché, plus que venir se fournir en seringues. Mais si les soignants s'accordaient sur les Steribox et les programmes d'échange de seringues, c'était loin d'être le cas pour les traitements de substitution. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le risque de mésusage des traitements de substitution. Il paraît que certains toxicos broient les comprimés pour se les injecter, dit un des internes.
Frédéric venait justement d'arriver et venait d'entendre la remarque. « Ça reste marginal, dit-il pendant qu'il se versait un café. Il ne faut surtout pas perdre de vue l'objectif de la substitution, qui est de faire diminuer le nombre d'infections par le VIH ou les hépatites. Il y a eu un fort fléchissement aux États-Unis, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, qui ont déjà un certain recul avec ces traitements. Pourtant, beaucoup de psychiatres spécialistes des addictions n'y sont pas favorables. La lutte contre la drogue ne doit pas être abandonnée sous prétexte de sida, argua le même interne. Ça, c'est le discours des premiers psychiatres qui se sont intéressés aux toxicos, répondit Frédéric. Notre système de prise en charge repose sur une approche essentiellement psychologique et psychanalytique, fondée sur la recherche de l'abstinence. Cependant, il existe d'autres formes de prise en charge, comme les communautés thérapeutiques ou l'approche cognitivo-comportementale. La culture professionnelle des intervenants en toxicomanie cultive également une certaine marginalité, tant à l'égard de la psychiatrie traditionnelle que des intervenants sociaux. Il n'y a pas ça dans d'autres pays européens. Ce qu'ils n'ont pas vu, intervint alors Isabelle, c'est qu'à partir des années 1980, de nombreux usagers échappaient au système de soins, soit parce qu'ils étaient trop pauvres, soit parce qu'ils allaient trop mal pour demander quoi que ce soit parce qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas devenir abstinents. C'est vrai que ce n'étaient plus les rebelles des années 1970, dit Valentine, mais des exclus du système social en situation de grande précarité. Tout a été remis en question avec le sida. De nombreux héroïnomanes déjà malades arrivaient chez nous et n'avaient jamais été pris en charge. C'est donc essentiel que nous, professionnels de soins, nous prenions conscience qu'il est urgent d'offrir aux usagers qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir abstinents des programmes de prévention et de prise en charge dans des lieux d'accueil apportant à ceux qui sont en grande difficulté une aide à la vie quotidienne, un accès au matériel stérile d'injection et une possibilité d'orientation sanitaire et sociale. En effet, ce que dit Val est important, ajouta Isabelle. Aujourd'hui, dans le milieu des intervenants en toxicomanie, il y a des avis divergents autour de ces orientations. Certains pensent que les usagers de drogue ne se serviront pas des mesures proposées. Il n'y a d'ailleurs pas que chez eux qu'il y a de la résistance. Certains politiques craignent qu'elles soient interprétées comme un encouragement à la consommation. La police et la justice estiment que ces mesures sont en contradiction avec la loi, et une partie du corps médical estime qu'on ne peut sérieusement soigner en substituant un produit à un autre, et sans demande explicite d'abstinence de la part du patient. Pourtant, dès 1987, plusieurs études étrangères ont démontré, sans ambiguïté, l'intérêt et l'efficacité des programmes de substitution. C'est ce qui a motivé la Direction générale de la santé, sous l'impulsion de Kouchner, à solliciter les structures de soins afin qu'elles mettent en place des programmes méthadone fondés sur le volontariat dès 1992. Ce qu'on peut espérer des TSO déjà, c'est une baisse de la mortalité par overdose, argua Valentine. Si cet objectif est atteint, ce sera déjà génial. Mais surtout, ce qui est fondamental, c'est l'information et la prévention, comme pour le sida lui-même. Simone Veil en a parlé en mars et en mai lors du colloque international sur les drogues illicites. Il est prévu que des enseignants ou des intervenants spécialement formés interviennent dès la classe de CM2 et dans les collèges pour les enfants qui seront un jour ou l'autre confrontés à la drogue. D'ailleurs, Éléonore a participé à ce genre d'intervention en école primaire. Elle peut en témoigner. Éléonore Dusset était étudiante à l'IFSI en fin de 2e année. C'était une très jolie blonde aux yeux verts qui, par certains aspects, rappelait beaucoup Valentine à Frédéric. Et effectivement, elles avaient beaucoup en commun, puisqu'Éléonore avait fait le conservatoire de danse, mais elle était devenue danseuse professionnelle avant d'entrer à l'IFSI. Elle était aussi musicienne, parlait couramment anglais, italien et allemand. Leur personnalité était très proche, et Valentine avait tout de suite repéré chez la jeune fille un fort potentiel. En effet, dit la jeune étudiante, dans le cadre de notre module de santé publique, nous avons organisé des actions de formation auprès de classes de CM2 et de 5e de plusieurs écoles et collèges volontaires que nos formateurs avaient sollicités. Nous étions par groupe de 4 à 5 étudiants et il y avait 5 thématiques comme les gestes d'urgence, la nutrition, le tabac, les drogues, telles que cannabis, cocaïne et bien sûr héroïne, et les IST. En ce qui me concerne, je faisais partie d'un groupe qui est intervenu dans un collège sur les drogues. D'une part parce que j'ai côtoyé des toxicos par le passé à New York,
Et un de mes amis, que je soutiens de loin car il vit à Londres, se bat toujours pour rester clean. D'autre part, j'avais fait un stage en XAPA juste avant. En outre, ce thème me permettait d'aborder aussi le sida. Et comment ça s'est passé demanda un des internes. Le travail en groupe n'est jamais simple, mais nous avons réussi à créer un outil pédagogique qui a été validé par nos formateurs et qui a permis de faire passer plein de messages aux collégiens qui se sont montrés très intéressés. Le défi était de déterminer quel message adresser aux enfants et aux adolescents pour les mettre en garde contre les dangers de la drogue sans susciter la tentation de l'interdit. Mais j'ai aussi participé à des actions lors de concerts. Et pendant ton stage en centre de désintox, qu'as-tu observé? Ce serait un peu long d'en parler ici, mais l'établissement où j'étais propose un programme qui comprend toutes les approches physiques et psychologiques. Sevrage médicalisé, consultation, investigation, entretien personnalisé, réunion de groupe, relaxation, gymnastique douce, thérapie comportementale, ainsi que des formations sur les dépendances. Ce qui est criant, c'est le manque de place en post-cure qui rend difficile une réponse adaptée aux besoins. Le chef de clinique réagit aussitôt. Simone Veil a d'ailleurs remarqué elle-même à son arrivée dans son ministère qu'on était resté aux 52 places qu'elle avait elle-même fait ouvrir en 1979. Depuis son arrivée, plus de 10 centres présentant 525 places ont été agréés, avec un objectif de 1000 places. Mais nous n'y sommes pas encore. Et depuis 1993, chaque hôpital public doit réserver 3 à 5 lits pour le sevrage. C'est déjà ça. Nous pourrions parler des heures sur ces sujets, mais le devoir nous appelle, rappela Valentine. Nous en saurons plus quand la commission diligentée par Simone Veil et présidée par le professeur Henrion rendra son rapport en début d'année prochaine. Sa composition est vraiment diversifiée, avec des médecins, des commissaires de police, des juges, des universitaires, des journalistes, un chef d'établissement scolaire, un éducateur et un chef d'entreprise. Bref, des personnes dont beaucoup fréquentent les jeunes, et en particulier les jeunes tentés par la toxicomanie. C'est un atout pour analyser le dispositif actuel sous les aspects répressifs, sanitaires et sociaux face au fléau de la drogue, et pour trouver un équilibre entre la répression du trafic, celle de l'usage des drogues illicites et l'action préventive et sanitaire. En 1994, le sida était devenu la première cause de décès parmi les Américains de 25 à 44 ans. En France, 32 722 cas, 32 178 adultes et 577 enfants avaient été enregistrés depuis le début de l'épidémie au 30 septembre. Mais sachant que 10 à 20% des cas n'étaient pas déclarés, il fallait revoir ces chiffres à la hausse pour se rapprocher des 40 000 cas. Près de 60% d'entre eux étaient décédés. Le nombre de cas continuait à augmenter, même si la progression était plus faible. L'augmentation la plus sensible était désormais chez les hétérosexuels, bien que le groupe des homos et bisexuels reste majoritaire parmi les cas recensés. Les pathologies d'entrée dans le sida étaient toujours la pneumocystose et le Kaposi, même si leur fréquence diminuait depuis 4 ans, la candidose œsophagienne et la toxoplasmose cérébrale, dont la fréquence restait stable, les infections ACMV, qui elles étaient en augmentation, et la tuberculose. Au cours du dernier trimestre, le 3-TC ou l'amivudine avait été mis à disposition. Ce traitement, comme l'AZT, inhibait la réplication des virus VIH1 et VIH2, mais elle était également active sur les souches cliniques de VIH résistantes à l'azidovudine, ainsi que sur le virus de l'hépatite B. Malgré cette avancée, la situation restait préoccupante. Act Up Paris avait diffusé son premier spot de prévention à la télévision. Ce spot choc, intitulé La Table, débutait par un hommage à Klaus Welle, président d'Act Up Paris dès 1992 et mort des suites du sida le 18 octobre 1994. Il mettait en scène une tablée d'amis qui se retrouvaient chaque année. Les années passaient et les chaises se faisaient de plus en plus vides. Une bonne manière de rappeler que depuis 1983, environ 30 000 personnes étaient mortes du sida en France. Act Up avait également bloqué les Champs-Élysées le 1er décembre pour protester contre le premier sommet sur le sida à Paris. Les militants avaient dressé une banderole de part et d'autre de l'avenue avec en grosses lettres un sommet de plus, toujours pas de politique globale de lutte contre le sida.
Comme pour le préservatif rose géant sur l'obélisque de la Concorde 1 an auparavant, cette action d'Act Up était une opération médiatique réussie, puisque les images avaient été diffusées dans les journaux télévisés des grandes chaînes. Il faut dire que l'association avait développé une identité visuelle forte, avec un code couleur simple et efficace, noir, blanc, rose et rouge. Des banderoles écrites blanc sur noir, synonyme d'urgence politique et d'imagerie funèbre, la symbolisation de la mort passant aussi par des manifestations avec de faux cercueils et par les die-in. Les militants avaient repris le rose pour le triangle de cette couleur imposée aux déportés homosexuels dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et dont ils avaient changé le sens, pour inverser le stigmate. Enfin, l'utilisation du rouge symbolisait le sang contaminé par la maladie et la lutte politique. Le rouge était employé pour colorer les fontaines lors des manifestations, pour asperger de faux sang des responsables de laboratoires pharmaceutiques ou sur des affiches. Le mardi 13 décembre, la nouvelle était tombée. Le professeur Ashray était nommé chef du service des maladies infectieuses et tropicales. La première personne à qui il avait voulu en faire part était sa femme. Ils venaient tous les deux de revenir de déjeuner quand le téléphone de Frédéric avait sonné. Valentine était déjà repartie dans son unité. Encore sous le coup de l'émotion, il se précipita vers son bureau. À son air réjoui, elle avait déjà deviné de quoi il s'agissait. « Chérie, j'ai le poste, ça y est. Je suis chef de service, c'est officiel. » Il s'interrompit pour la soulever de terre et l'embrasser. « Ce jour est vraiment une date porte-bonheur pour moi. Tu te rends compte que ma nomination coïncide avec le 10e anniversaire de notre rencontre. Je suis certainement la mieux placée pour ça. La date la plus importante reste quand même le 13 décembre 1984, insista Frédéric. Ce jour-là a changé toute ma vie. La mienne aussi, répondit Valentine en souriant. Je n'ai jamais cessé de t'aimer depuis ce jour-là. Et je ne cesserai jamais. Le nouveau chef de service resserra son étreinte. En sentant le corps de sa femme contre lui et son parfum enivrant, il se rappela cet après-midi 10 années auparavant. Il revoyait la belle infirmière blonde aux yeux verts et à la silhouette de rêve, et dont les jambes fuselées l'avaient affolé. À l'époque, les infirmières portaient encore une blouse fermée par des boutons pression, avec un tablier soulignant leur taille et fermé par un velcro. Ce jour-là, lorsqu'elle lui avait fait visiter le service, et notamment la réserve, il aurait aimé découvrir ce qu'elle portait dessous. Il en était déjà tombé éperdument amoureux et la désirait. Cet amour et son désir s'étaient accrus lorsqu'il l'avait côtoyée chaque jour à partir de janvier. Plus d'une fois, à cette époque, il avait eu envie de lui sauter dessus. Aujourd'hui, les infirmières portaient une tunique et un pantalon, mais même dans cette tenue, loin d'être sexy, elle était toujours aussi désirable. Les années ne semblaient pas avoir de prise sur elle. Il lui souleva le menton et son regard magnétique se fixa sur les yeux émeraudes qu'il adorait. « Je mérite une récompense, tu ne crois pas ?»« Peut-être, répondit-elle en s'écartant de lui. Cela mérite réflexion. » Comme pour contredire ses propos, elle se dirigea vers la porte et la ferma à double tour avant de revenir mouler son corps contre celui de son mari. « Je t'accorde un acompte, mais attends-toi à une nuit torride. » Il y eut bien sûr une cérémonie officielle avec la direction et les représentants des instances. Valentine avait accompagné Frédéric et le couple avait fait impression. Le nouveau chef de service avait revêtu pour l'occasion un élégant costume marine, et Valentine, lorsqu'elle avait enlevé son manteau noir cintré, était apparue éblouissante dans une robe fourreau vert émeraude, à manches 3/4, avec un corsage recouvert de dentelle. L'encolure bateau de la robe et son chignon banane sublimaient son port de tête. Elle ne portait pour tout bijou que ses pendants d'oreilles en émeraude et diamants, et ses escarpins noirs mettaient en valeur ses magnifiques jambes. Son mari n'avait Dieu que pour elle, et il était loin d'être le seul. Mais le plus important pour eux fut la fête avec les amis et les collègues les plus proches. Elle avait eu lieu le samedi suivant la nomination du nouveau chef de service, au même endroit qu'en septembre 1993, quand l'équipe de réanimation chirurgicale
avait organisé la fête pour le départ de Valentine à l'école des cadres. 10 ans déjà, juin 1995. Ce 29 juin, les températures étaient progressivement devenues caniculaires depuis le début de l'après-midi. Comme chaque fin de journée, Valentine passa embrasser Frédéric qui finissait un peu plus tard. À sa grande surprise, il avait déjà enlevé sa blouse. « Je t'attendais. Ce soir, je repars avec toi. Je te réserve une surprise. » Il l'entraîna afin d'aller chercher les enfants, heureux de voir leurs deux parents à leur sortie de l'école. La petite famille rejoignit joyeusement le duplex de la rue Orbe. « Dépêche-toi d'aller te faire belle, dit Frédéric à sa femme. Nous allons dîner et passer la nuit à l'extérieur. Ta mère vient chercher les enfants d'ici une petite demi-heure. » Il ne fallut pas plus d'un quart d'heure pour qu'elle soit prête. Frédéric émit un sifflement d'admiration quand elle sortit. Elle avait enfilé une courte robe bleu marine à fines bretelles, adaptée à la chaleur ambiante, et ses habituelles sandales. Elle avait laissé ses cheveux libres. Simple, mais efficace, et surtout très sexy. Pendant que son mari prenait sa douche à son tour, elle prépara un bagage léger, afin d'avoir des vêtements de rechange pour le lendemain. Véronique venait d'arriver quand Frédéric vint rejoindre sa femme. Le temps de faire un dernier câlin à Mélanie et à Julien, il put emmener son grand amour vers une destination connue de lui seul. Il avait pris la route d'Yvetot, et là, il emprunta la départementale 131, avant de prendre la route de Sassetot-le-Mauconduit. Elle finit par comprendre lorsqu'elle aperçut le château. Elle le regarda avec de grands yeux. « Tu as réservé ici ?»« Oui, mon amour. Une suite avec baignoire, spa et vue sur le jardin. Au programme, dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel, plage, bain de minuit, et nous continuons dans la suite. » « Je n'ai pas pris de maillot de bain. »« Moi non plus. » Ils se rendirent main dans la main dans la salle de restaurant où ils furent installés autour d'une table romantique. Ni l'un ni l'autre n'étaient de gros mangeurs. Ils choisirent sans se concerter les mêmes plats. Des huîtres normandes, un sorbet citron arrosé de liqueur de thym, un filet de bar avec une purée de légumes de saison et un tiramisu revisité aux fruits de saison. Ils ne purent s'empêcher de parler du programme des Nations Unies sur le VIH commun à plusieurs institutions, telles l'OMS ou l'UNICEF entre autres. Ils évoquèrent aussi la généralisation des bithérapies et la nouvelle charte des patients hospitalisés. Le soleil était couché depuis une demi-heure lorsqu'ils se rendirent en voiture jusqu'aux Petites Dalles pour se rendre sur la plage. Frédéric sortit des draps de bain du coffre. « Tu avais prévu ton coup, dis-moi. »« Obligé, sinon je n'aurais jamais pu réserver la suite nuptiale. » Cachotier. C'était la nouvelle lune. L'obscurité était donc totale. Les amoureux se mirent néanmoins à l'abri de la falaise. Frédéric n'hésita pas une seconde à se déshabiller complètement. Valentine, après un peu d'hésitation, l'imita avec appréhension. Si la température extérieure était encore élevée, celle de l'eau était plutôt fraîche et les surprit. Ils finirent par s'y habituer et commencèrent à s'embrasser fougueusement et à s'étourdir de caresses. Mais, décidément, la fraîcheur de l'eau ne favorisait pas l'atteinte de leur principal objectif. Après avoir chahuté un moment comme des gamins, ils revinrent finalement sur leur coin de plage à l'abri des regards. Après s'être séchés, Frédéric avait bien l'intention de reprendre là où il s'était interrompu. Il se délectait du goût salé de la peau de sa femme. Sous ses caresses de plus en plus intimes, Valentine commença à gémir de plaisir. Son souffle devint de plus en plus saccadé sous la caresse de la langue et des doigts de Frédéric. Par cette nuit sans lune, ils cédèrent à leur désir irrépressible jusqu'à l'explosion finale. Anéantis tous les deux par ce moment intense en sensations et en émotions, ils se blottirent l'un contre l'autre. Frédéric colla ses lèvres contre celles de sa femme, tout en la caressant doucement, des caresses contrastant nettement avec les précédentes chargées de désir. Ils rentrèrent tranquillement à l'hôtel juste avant minuit et profitèrent de l'immense baignoire de leur suite où ils se débarrassèrent du sel qui rendait leur peau collante, mais surtout pour faire de nouveau l'amour dans une eau plus chaude que celle de la Manche. Détendus après leurs ébats, ils s'endormirent nus, lovés l'un contre l'autre.
L'aube commençait à se lever, et une légère brise entrait par la fenêtre laissée grande ouverte. Valentine était déjà réveillée et contemplait son homme. Elle ne put résister à l'envie de lui déposer un baiser sur la joue, puis un autre sur les lèvres, doux comme une plume, avant de lui murmurer très bas à l'oreille un « je t'aime ». Son souffle léger dans son cou fit frissonner Frédéric. C'est ainsi qu'elle s'aperçut qu'il ne dormait pas non plus. D'un doigt, elle effleura son visage, puis son torse. Elle continua à descendre sur son flanc et sa cuisse. Impossible pour lui de résister plus longtemps. Il ouvrit les yeux et les darda sur elle. Sans avertissement, elle le prit de vitesse et se mit à califourchon sur lui pour l'embrasser encore et encore. Elle posa ses deux mains sur son torse et le fixa de ses yeux verts qui, à ce moment, brillaient d'un éclat particulier. Le message était clair. « Si tu veux jouer à ce jeu-là, je ne réponds de rien, » murmura Frédéric. Pour toute réponse, elle laissa sa langue se promener sur son corps en partant du cou, faisant un arrêt sur sa poitrine avant de descendre vers son nombril. Puis elle approcha de nouveau son visage de celui de son mari. Ils s'embrassèrent une nouvelle fois, bouche contre bouche, souffles et langues emmêlées. Chacun des baisers de Valentine lui criait tout son amour. Ses mains continuaient leur exploration et il avait fermé les yeux, se concentrant sur les sensations que ses mains lui procuraient. Il savourait l'instant présent. De nouveau, elle chercha ses lèvres pour un baiser passionné. Elle délaissa de nouveau sa bouche pour reprendre son petit jeu. Elle connaissait très bien ses zones sensibles et le mit au supplice. Mais il s'abandonna complètement. Il était à jamais sous son charme, et elle savait l'effet qu'elle lui faisait. Elle aimait par-dessus tout lui donner du plaisir, et savait très bien où et comment le faire. Et ce matin-là, ils furent comblés tous les deux. Même avec les années qui défilaient, ils étaient toujours aussi fous l'un de l'autre et aimaient toujours autant faire l'amour, s'efforçant de repousser la routine. Mais il fallut se rendre à l'évidence. À 7 heures du matin, il était grand temps de se lever et de prendre une douche s'il voulait être à l'heure au travail. Ils prirent néanmoins le temps de prendre un petit déjeuner sur la terrasse, en amoureux, l'un en face de l'autre. « Valentine est encore plus belle après l'amour, » se dit Frédéric. « Je ne pourrai jamais cesser de l'aimer. » Vêtue d'une élégante robe portefeuille beige sans manches à col tailleur et chaussée d'espadrilles compensées noires et beige, elle était plus que ravissante, et les regards qui se posèrent sur elle le confirmaient. Son mari était tout aussi séduisant, en pantalon taupe et chemisette beige. Ils arrivèrent dans le service à 9 heures pile, pour leur dernière journée de travail avant les congés d'été. Mais avant leur départ en vacances, il y avait la fête avec la famille et les amis, car 10 ans de mariage méritaient d'être célébrés autrement que dans l'intimité. Mais ils avaient souhaité le faire chez eux. Ce samedi, Valentine avait répété avec Rudy pour le spectacle de l'école de danse qui avait lieu le dimanche. Il devait interpréter un pas de deux sur le titre de Céline Dion pour Que tu m'aimes encore. Il dansait également entouré des élèves avancés sur Believe d'Elton John. Céline, la professeure de danse, les avait rejoints pour un trio sur Zombie des Cranberries. Ils avaient fait un filage où Mélanie avait pu aussi répéter avec ses copines sur Gotta Be the Desiree et Here Comes the Hot Stepper de Inika Mose. Valentine était rentrée à 18 heures. Elle eut juste le temps de prendre une douche avant que le traiteur, ami des parents tuiliers, et chargé du buffet, arrive. Presque tous ceux qui avaient été présents à leur mariage devaient être là. Seuls les Savoyards et les Alsaciens n'avaient pu faire le déplacement. D'autres étaient venus se greffer, comme Philippe, Isabelle et Natacha. Faisait aussi partie des invités Karine, que Valentine avait aidée pour valider son mémoire et qui était devenue cadre en neurochirurgie, Manuel, le chef de clinique, qui projetait d'ici un an devenir PH, et les 2 internes qui avaient commencé en mai. Frédéric voyait bien l'un d'eux, dont c'était l'avant-dernier semestre, devenir le prochain chef de clinique. Les températures étaient caniculaires et tout le monde avait mis des tenues légères.
Valentine avait revêtu une courte jupe short avec un débardeur blanc qui soulignait sa silhouette parfaite avec des sandales. Elle avait regroupé ses longs cheveux dans une queue de cheval haute. Elle avait incité ses invités à s'habiller également de manière décontractée. Les premiers arrivés avaient été, comme souvent, Rudy et Philippe, précédant de peu la famille Le Marié. Victoire était en pleine forme, exubérante comme toujours. Quant à Virginie, elle venait d'avoir 17 ans. C'était désormais une jolie jeune fille aux cheveux châtains et aux yeux noisettes, comme son père. Elle était presque aussi grande que Valentine, qui restait son modèle en tout. Cette fête était une pause après les épreuves du baccalauréat, dont elle aurait les résultats dans la semaine. Les parents de Valentine et de Frédéric étaient arrivés ensuite, suivis de près par Karine, Olivier et Sonia. Les membres de l'équipe des infectieux menée par Isabelle, accompagnée de Natacha, arrivèrent en dernier. Frédéric se chargea de présenter les nouveaux venus à l'entourage habituel du couple. Il entraîna donc le chef de clinique et les 2 internes. Les parents et beaux-parents du couple étaient justement en train de discuter avec les Lemarié, Rudy et Philippe. Virginie était sur la sellette avec les épreuves du bac. Frédéric interrompit l'interrogatoire en règle que subissait la jeune fille. « Manuel, François et Fabrice, je vous présente mon père, Étienne Hacheret, ma mère, Catherine, mon beau-père, Louis Tuillier, et ma belle-mère, Véronique. Ensuite, voici Victoire, ma sœur aînée, Nicolas, son mari, et ma nièce, Virginie. » Les 3 jeunes hommes serrèrent les mains des personnes qui leur étaient présentées. Valentine prit le relais de Frédéric à ce moment. « Et voici Rudy, mon meilleur ami et frère adoptif. » Elle le gratifia au passage d'un baiser sur chaque joue. « Ich habe den Eindruck, dass Virginie sich in den gut aussehenden blonden Mann mit den blauen Augen verknallt hat, lui murmura-t-il à l'oreille. Sie hat einen ziemlich guten Geschmack, weil sie den schönsten ausgewählt hat, répondit-elle du tac au tac, avant de poursuivre en français. Excusez-moi pour cet aparté. Je vous présente Philippe, le compagnon de Rudy. Frédéric, qui avait entendu leurs propos, eut un petit sourire en coin et reprit la parole pour présenter les 3 jeunes hommes. Voici donc Manuel, qui est notre chef de clinique, mais qui va nous quitter l'année prochaine, et nos 2 nouveaux internes, Fabrice Bataille, dont c'est le 4e semestre, et François Vasse, dont c'est l'avant-dernier semestre et futur chef de clinique. Si Rudy et Valentine avaient remarqué que Virginie avait rougi jusqu'aux oreilles quand François Vasse lui avait serré la main, Frédéric avait lui aussi remarqué l'émoi de sa nièce. Il est vrai que le jeune homme était très séduisant. Des cheveux ondulés, blond foncé, des yeux très bleus, une bouche sensuelle, dont les lèvres s'entrouvraient sur un sourire ravageur, une mâchoire carrée, 1,80 m, et idéalement proportionnée pour sa grande taille. Bref, tout pour faire chavirer la jeune fille, qui, depuis presque 2 ans, collectionnait les amourettes. Il avait aussi une réputation de tombeur. Le chef de service des infectieux entraîna François légèrement à l'écart et lui assena une tape dans le dos. « Désolé François, mais il n'y a que 2 femmes célibataires ce soir. L'une a 9 ans de plus que toi, mais c'est sûrement le plan le moins risqué, dit-il en lui montrant Karine. Pas vraiment mon genre. Ouais, j'entends. Le problème, c'est que la seconde est ma nièce et elle a 11 ans de moins que toi et est encore mineure. Ne t'inquiète pas, je sais me tenir. Et tu sais bien que la seule qui me plaît, c'est Valentine. Disons que j'aimerais trouver la même en version célibataire. Pas facile à trouver, rétorqua Frédéric en riant. Quoique, en fin d'année dernière, nous avons eu une étudiante infirmière qui correspond à tes critères. Peut-être la croiseras-tu un jour. En tout cas, le jeune homme, comme ses collègues, fut rapidement à l'aise avec les amis du couple. Comme d'habitude, Valentine fut sollicitée pour chanter. Rudy lui apporta sa guitare avec laquelle elle s'accompagna pour interpréter Always et This Ain't a Love Song de Bon Jovi, ainsi que Ode to My Family des Cranberries. « Maintenant, je veux voir danser » s'exclama-t-elle. « Pour ça, je vais changer d'instrument. » Elle se leva pour aller se mettre au piano et se mit à jouer l'introduction du titre des Procol Harum que venait de reprendre Annie Lennox,
a wider shade of pale. Virginie n'attendait que cette occasion pour entraîner le jeune interne qui lui plaisait tant. Qui plus est, sa tante joua pendant plus de 5 minutes, et la jeune fille profita du slow plus longtemps que sur la version originale. Mais le jeune homme se laissait surtout porter par la voix de la chanteuse, qui, à l'issue du morceau, referma son piano. Rudy avait pris le relais avec le lecteur CD. Il avait préparé sa playlist, et sur le premier titre, il appela sa danseuse favorite. Komm schon, Wally, lass uns ihnen zeigen, dass wir alles tanzen können, einschließlich Hip-Hop. La jeune femme ne se le fit pas dire 2 fois, pour faire une démonstration sur Shy Guy de Diana King. Seule Virginie suivit le mouvement des 2 danseurs, beaucoup plus aguerris qu'elle. Le couple enchaîna sur une valse, sur Have You Ever Really Loved a Woman de Bryan Adams. Mais sur le titre suivant, Kiss from a Rose, Frédéric va récupérer sa femme pour une autre valse, peut-être moins professionnelle que celle qu'elle avait dansée avec Rudy, mais tout aussi esthétique. Et Virginie, qui ne désarmait pas, revint chercher François Vasse. Les titres s'enchaînèrent et chacun y trouva son compte. Sur la reprise de I Will Survive par Hermès House Band, Rudy récupéra sa partenaire pour un cha-cha-cha. Frédéric retrouva sa précieuse femme pour un swing sur Oops Now, qui en étonna plus d'un. Victoire n'était pas peu fière d'avoir appris le rock à son frère. Sa fille draguait son interne de plus en plus ostensiblement, sans réel succès, ce qui l'amusait beaucoup. Le dit interne profita d'un slow sur You Are Not Alone de Michael Jackson, pour lequel Rudy avait invité la jeune fille pour enfin danser avec Valentine. Il savait qu'il n'obtiendrait rien de plus, mais cela lui suffisait. Virginie semble beaucoup t'apprécier, lui fit-elle remarquer avec un sourire ironique. Un peu trop à mon goût. Je ne veux pas qu'elle se fasse des illusions. Elle est très mignonne, mais un peu jeune. Je connais ta réputation de tombeur, mais ça ne correspond pas au François que j'ai appris à connaître. Derrière ces apparences, je vois l'homme d'une seule femme. Tu finiras par tomber amoureux un jour. Je le suis déjà. Sans espoir, malheureusement, répondit-il en plongeant ses yeux bleus dans ceux de sa cavalière. Ne confonds pas le désir et le véritable amour. Le jour où tu le rencontreras, tu ne pourras pas te tromper. J'espère qu'elle te ressemblera, soupira-t-il. Tu as beau avoir des critères précis, tu te rendras peut-être compte que celle dont tu seras amoureux n'y correspond pas tout à fait. Frédéric m'a pourtant dit que ma perle rare existait. Valentine plongea un instant son regard vert dans les yeux du jeune homme avec un sourire énigmatique. Je crois voir de qui il parlait. En effet, elle coche toutes les cases. Mais vois-tu, je ne te révélerai pas grand-chose sur elle, volontairement. Il faut laisser faire le destin. Elle sera diplômée en avril prochain et j'aimerais bien la recruter. Mais elle choisira peut-être un autre poste. Ce dont je suis sûre, c'est qu'elle travaillera au CHU. Et il faudrait aussi que l'attirance soit réciproque entre vous deux. Tu sais, ça arrive en général au moment où on s'y attend le moins. En attendant, vis ta vie. Profite de l'instant présent. Frédéric vint récupérer sa femme et sa nièce remit la main sur son danseur préféré. L'interne se laissa faire quand la jeune fille se colla à lui. Valentine sourit pour elle-même. Virginie avait de la suite dans les idées et elle était plutôt précoce. Elle s'était confiée à sa tante sur son premier petit copain avec lequel elle avait sauté le pas l'année précédente. Elle avait rompu après les vacances de Pâques. Il était clair que François lui plaisait et qu'elle chercherait peut-être à obtenir de lui plus qu'un simple bisou. Mais il sembla que les choses ne s'étaient pas passées comme elle le souhaitait, car si elle avait réussi à l'entraîner sur la terrasse de l'étage pour plus d'intimité, sa tête, lorsqu'elle était redescendue, montrait qu'elle était contrariée. Valentine interrogea du regard. « Rien, dit la jeune fille. On s'est embrassés. D'ailleurs, personne ne m'a jamais embrassée comme lui. Mais il m'a dit que j'étais trop jeune pour lui. Dans un an peut-être, m'a-t-il dit. Mais crois-moi, je réessayerai dans un an. » Valentine se mit à rire franchement. Frédéric, qui s'approchait, lui demanda les raisons de son hilarité. «
Quand il sut que sa nièce était contrariée parce qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait de François, il pouffa, mais toutefois il lança un regard inquiet à sa femme. « Quand tu dis qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, ça veut dire que ta nièce n'est plus une petite fille innocente. Tu as bien compris. » La tête de son mari la fit encore plus rire. « Rassure-toi, Victoire est au courant. Elle l'a emmenée chez le gynéco, elle est sous contraceptif oral et elle utilise des préservatifs. Tout de même, ne sois pas vieux jeu, mon amour. Je sais, tu imagines déjà Mélanie dans quelques années. Nous avons encore un peu de temps. » Elle s'accrocha à son cou pour un profond baiser. À son contact, il en oublia le reste pour ne penser qu'au moment où il serait seul avec elle. La soirée tirait à sa fin. Les parents de Valentine et Frédéric étaient déjà repartis et ceux qui restaient étaient en train de discuter dans le jardin. Les femmes avaient déjà tout débarrassé et Valentine avait proposé un café ou un thé à ceux qui le souhaitaient. Elle venait de mettre la cafetière en route quand elle entendit un morceau joué au piano. « Sorry seems to be the hardest word. » Surprise, elle se retourna pour voir François en train de jouer. Elle écouta un moment, un léger sourire aux lèvres. Ce garçon était vraiment étonnant. Ce ne fut qu'à la fin du morceau qu'elle s'approcha. « J'ignorais que tu jouais. » « Pendant que mes frères jouaient au foot, moi je préférais la musique. Ça me détend. Mais je ne joue plus beaucoup, seulement quand je vais chez mes parents. J'aime beaucoup ce titre d'Elton John. Moi et Rudy avons gagné un concours de danse là-dessus en 1977. Un pas de deux. Je sortais d'une relation compliquée à l'époque. La danse m'a toujours aidée dans ces cas-là. Et puis, j'ai rencontré Fred à un moment où je n'attendais plus rien. Quant à Fred, il avait divorcé depuis 1 an. Alors tu vois, il ne faut pas désespérer. Oh, mais je ne désespère pas. Maintenant que je sais que ma perle rare existe et qui plus est à Rouen. En attendant, je vais suivre ton conseil et profiter de chaque moment. En tout cas, sois prudent, sors couvert. Et puis fais gaffe, Virginie est têtue comme une mule. Elle ne va pas te lâcher. Comme elle a l'intention de faire une école d'ingénieur à Rouen, tu risques gros. Le jeune médecin sourit amusé. J'ai remarqué, d'ici là, elle en aura trouvé un autre. Et puis, il faudrait qu'elle sache où me trouver. Ne lui dis pas que je fais mon dernier semestre en médecine interne. Valentine promit de garder cette information et de prévenir Frédéric de faire de même.